Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Je reçois cette semaine M. Alexandre Brisset, greffé hépatique il y a quelques années. Alexandre est enseignant au Collège Mariste de Québec et c'est dans une classe de l'école que je l'ai rencontré. À l'adolescence, un peu par hasard, lors d'une prise de sang routinière, il apprend qu'il est atteint de cholangite sclérosante. La maladie évolue rapidement et Alexandre se retrouve sur une liste de greffes. Au cours de l'entrevue, Alexandre me raconte son parcours remarquable. Nous discutons de son métier, de son diagnostic et de son intervention chirurgicale du 1er février 2021. Ce qui est marquant dans cette entrevue, c'est à quel point Alexandre est un être optimiste et plein d'espoir. Je vous invite à écouter ce jeune homme extraordinaire et à porter attention au regard qu'il porte sur cet événement et sur la vie en général. Bonne écoute. Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Merci de te prêter à l'exercice du balado La santé au-delà des mots. Tu es un greffé hépatique. On va parler de ça plus en détail dans quelques minutes, mais tu es aussi enseignant en mathématiques au Collège Mariste de Québec. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'enseignement? Ben, moi, je suis un ancien là, de l'école ici. Puis c'est sûr que ma passion d'enseignement est née ici, là, dans la maison qui m'a vu grandir un petit peu là, à l'école, dans le sport, au terme surtout dans le sport qui m'a passionné beaucoup au secondaire. Puis j'ai continué de coacher ensuite. Okay. Après ma carrière d'athlète, j'ai continué d'être entraîneur soccer, basket surtout, puis l'ultimate frisbee. Puis au travers du coaching, je pense que j'ai développé une passion pour l'enseignement, relation d'aide aussi, les jeunes, j'adore les jeunes, l'énergie, la joie de vivre qui dégage aussi. OK. Là, je suis très, très heureux de revenir chez moi. Là, à la fin de la vingtaine, tu as atteint ton rêve déjà. Exact. Professionnellement, peut-être d'autres défis plus tard, okay. Mais pour l'instant, très Puis, content. Écoute, tu as 27 ans, tu me disais. Exact. Tu as l'air beaucoup plus jeune que ton âge. Dis-moi, comment trouves-tu le contact avec les jeunes? Moi, je n'ai pas d'expérience, je ne fais pas de chirurgie pédiatrique, mais des fois, on entend que des adolescents, c'est pas facile. La relation d'autorité, comment tu vis ça? Personnellement, moi, je trouve que c'est d'être aussi un ancien. Je pense que ça aide beaucoup de connaître l'école, connaître le fonctionnement, les profs certains enseignants j'ai déjà eus. Puis pour la relation, d'être jeune, on vit des choses qui sont similaires. Les jeunes peuvent s'identifier à nous en étant jeunes. On a une réalité qui se ressemble. Je peux quand même comprendre assez facilement ce qu'ils vivent. Ça, je pense que c'est un plus pour créer des liens. Puis oui, c'est difficile, le métier d'enseignant. C'est une charge quand même assez importante, mais quand même beaucoup passe par le relationnel. Je pense que c'est une de mes forces aussi comme enseignant. Donc, je me base beaucoup là-dessus pour créer des liens, pour la discipline, etc. Dans le relationnel, on est capable d'aller chercher ça puis de faciliter notre travail aussi pour eux. Là. Les conditions de travail, c'est sûr qu'ici, on est dans un collège privé. Peut-être la structure est différente du réseau public. Tu sauras me le dire, mais le métier d'enseignant, c'est un petit peu comme le métier d'infirmière. Là, et je te dis ça parce qu'une de mes filles va être infirmière bientôt, infirmière bachelière. Ce sont des métiers qui, dans l'espace public, n'ont pas la meilleure réputation en termes
On dirait que moins il y a de gens, plus c'est difficile, puis plus c'est difficile, moins il y a de gens. Donc, toi, tu t'es lancé là-dedans. Ben, par passion, on se lance par passion. Oui, je pense que tous les enseignants, les collègues ici qui sont autour de moi, c'est la passion qui nous anime. Le collège privé, je pense aussi, le fait du nombre de personnes qui sont ici, c'est un grand plus. On est une grande famille, on aime le dire. Puis le fait qu'on connaît beaucoup de jeunes à l'intérieur, on les suit. C'est des jeunes qui sont dynamiques, qui ont plusieurs passions. Mais c'est sûr que ça nous aide par les 2 tiers des jeunes qui sont sportifs, qui font plusieurs activités à l'extérieur, que ce soit théâtre, culturel. Bien, ça amène une vie globale. Puis je pense que dans l'équilibre de vie, c'est très, très important à l'école. Mais c'est sûr que la charge est de plus en plus. On a de plus en plus de charges, des besoins particuliers au niveau des jeunes, au niveau des parents qui nous sont demandés. Mais ça fait partie de la vie, je pense. Ça fait partie de l'évolution aussi. Mais c'est sûr que la charge de travail est assez importante. Là. Si tu n'avais pas pu revenir au Marist, est-ce que ça aurait remis ta décision d'être enseignant en question? Non, je pense que l'enseignement, c'est ma passion, puis je l'aurais fait ailleurs aussi. J'aurais gardé ce rôle-là. Mais c'est sûr que d'être dans un environnement, dans une école, où justement on rejoint les mêmes valeurs. Moi, c'est sûr que le sport avec l'école, le sport comme transmission de valeurs, je trouve que c'est très, très important pour moi. Puis c'est dans quoi j'aime m'impliquer aussi. OK. Au-delà des mathématiques, là, le monsieur Brisset en classe, il est aussi entraîneur là, plusieurs heures par semaine, souvent dans les gymnases. Fait que c'est sûr que dans un établissement qui a réussi ça, là, je me serais épanoui aussi. OK. Dis-moi, il y a eu la pandémie, il y a eu ta maladie. Tout ça, c'est un peu entremêlé, là. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de te demander comment vas-tu? Tu as l'air en pleine forme? Super bien, super bien. Là, je suis encore un peu dans la lune de miel, là, tout ça. Je ne sais pas combien de temps va durer, là, mais de se dire on est chanceux. Puis, bon, j'ai encore une grande cicatrice là, sur... qui est là pour rester? Exact, qui est là pour rester sur mon abdomen. Là, 60 agrafes, on les voit encore ou presque. Mais c'est sûr que quand on se lève le matin et puis je sors de la douche, puis là, je me vois dans le miroir, puis là, tu te dis, je suis vraiment chanceux d'être en vie, de revenir ici. J'étais enseignant avant de partir, quelques jours avant l'opération, j'étais encore enseignant ici. Je suis revenu, j'ai eu beaucoup de soutien des jeunes. Puis non, je suis très heureux de me lever le matin puis de venir au travail. Là, c'est vraiment une passion qui m'habite. Tu vas fêter dans quelques jours le 2e anniversaire de ta greffe. Si tu me parlais de ta vie avant, je présume qu'il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu d'abord la maladie qui a amené au problème hépatique. J'imagine qu'il y a eu pendant un certain moment l'insuffisance hépatique, le fait de tomber sur une liste d'attente, une liste de greffe. Mais Alexandre Brisset, avant d'être malade, là, à l'adolescence, puisque tu es aujourd'hui, as-tu l'impression d'être revenu comme tu étais ou parfois tu sens qu'il manque un petit peu un peu de gaz? Oui, ben, psychologiquement, j'ai envie de dire, c'est complètement différent. Là. C'est sûr que c'est une épreuve, un challenge qui est incroyable, qui moi, c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait fait, là, au final. Là. Mais j'ai été relativement chanceux, puis je vais le répéter plusieurs fois, parce que moi, je me considère super chanceux là-dedans. J'ai découvert un peu par hasard. Okay. J'ai fait le traitement d'Accutane pour l'acné. Puis, à l'adolescence? À l'adolescence, fin d'adolescence, là, vers 18, 19, 20 ans là, au cégep, un peu plus tard qu'à l'habitude. OK. Puis une batterie de tests sont faits avant de pouvoir recevoir ce médicament-là. Et au travers des quelques prises de sang, ils ont vu les enzymes hépatiques étaient beaucoup trop élevées comparé à la moyenne. Okay. Et ça en est suivi des tests. Ça veut dire aussi que ça m'influençait très peu. J'étais sportif, j'étais actif, j'avais un rythme de vie assez sain. Donc, ça ne m'a pas vraiment affecté là, dans le avant, j'ai envie de dire, parce qu'on a découvert mes problèmes là, au niveau du foie un peu par hasard. Okay. J'ai pris Accutane en fin... Je pense au niveau du cégep. Quand j'étais au cégep, là, vers 18, 19, 20 ans, j'ai pris Accutane pour l'acné. Puis, dans une batterie de tests qu'ils font avant de pouvoir recevoir Accutane, après des prises de sang, mes enzymes hépatiques étaient très, très, très élevées anormalement. Dans un ciel clair, là. Toi, tu es en parfaite santé à ce moment-là. Parfaite santé, je joue au basket au niveau collégial, j'ai une vie active, aucun problème. Pas moyen vraiment de le voir non plus physiquement, là, ça va venir après. Donc, je découvre ça, plusieurs tests sont faits, on voit qu'on n'est pas encore à la cirrhose à ce moment-là, mais on voit une atrophie, là, une cholangite sclérosante, donc qui se développe, puis une colite ulcéreuse. Les deux conditions sont souvent ensemble, une pathologie qui sont souvent ensemble les deux. La colite ulcéreuse est encore là, puis la cholangite, c'est plus au niveau du foie. Là. Donc, là, on annonce aussi qu'il n'y a aucun traitement. Ça, c'était une deuxième étape. Tu as la maladie, mais il n'y a aucun traitement pour ça. On va donner des médicaments, mais qui sont seulement pour atténuer les effets secondaires. Bon, pour moi, je me dis, je vais bien. Il n'y en aura pas de problème. Je vais bien, ça va continuer de bien aller. Pour des parents, d'entendre ça, ça a été plus dur pour eux, là, vraiment beaucoup plus difficile. J'ai 20 ans, un peu dans l'insouciance de la jeunesse. Là, on est invincible à 20 ans. Puis les années suivent, je continue d'être actif.
Puis ça va bien avec les médicaments. Complètement asymptomatique de la colite ulcéreuse aussi. Colite ulcéreuse aussi. Tu n'avais aucun symptôme? Aucun symptôme. Elle est légère, elle est contrôlée. C'est sûr que ça a demandé des tests réguliers pour voir, des médicaments, mais j'ai les mêmes médicaments qu'il y a 7 ans, puis ça, il n'y a pas d'avancement, donc on touche du bois pour que ça continue à ce niveau-là. Là. OK. Puis c'est sûr que là, la maladie a commencé à se développer au niveau de mon foie. Donc, quelques années après, 3-4 ans après, là, j'ai commencé à avoir le teint jaune, la jaunisse, la cirrhose. À 23-24 ans. 23-24 ans, exact. Puis là, la jaunisse apparaissait quand même beaucoup. Okay. Même que j'ai une élève, une petite anecdote, là, une élève qui était dans une de mes classes ici au Mariste, qui a dit à sa mère, ça se peut-tu que mon prof soit malade parce qu'il est très jaune, puis on n'est pas... Il ne le sait pas parce que lui, il se voit tous les jours. Okay. La mère a appelé la direction parce qu'elle est médecin aussi. C'est quand même une belle attention à certains égards. Exact. Okay. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai continué à enseigner jusqu'au 30 janvier. 30 janvier jusqu'au 28, un vendredi. J'enseignais normalement. Le samedi soir, on m'appelle. Il y a un foie qui est là. Ça faisait 4 mois que j'étais sur la liste d'attente. Puis je faisais mon travail. Je continuais d'être sportif, de faire du sport comme d'habitude. Puis le samedi soir, on m'appelle. Je m'en allais chez mes parents pour la fête de 60 ans de mon père, plein de COVID. Plein de COVID. Puis après ça, 48 heures plus tard, j'étais sur la table d'opération. Je recevais mon nouveau foie à Montréal. Mais dis-moi, même vers la fin, là, malgré le fait que tu étais sur une liste de greffe, tu pouvais faire toutes tes activités? Toutes mes activités, je dirais que dans l'alimentation, des aliments très gras ou sucrés, je m'endormais parce que ça demandait beaucoup, beaucoup de travail au niveau de mon foie. Mais sinon, je faisais toutes mes activités normalement. Dans le contexte de la COVID, il n'y en a pas des centaines d'activités, mais je restais quand même relativement actif. Du sport 2-3 fois semaine. Puis j'ai été très chanceux, là, même au niveau de mon poids. Ça a été très stable. OK. Quelqu'un ne peut pas vraiment voir à part le teint jaune. OK. Bien, j'ai vu quelques photos de toi sur les médias sociaux parce que c'est quelque chose que tu publicises. Tu n'avais pas l'air en super forme quand même. Les journées périgreffe, là, plus mince quand même. J'ai perdu quand même 25 livres. Puis bon, je mesure 6 pieds 2, j'étais 175 livres environ là, avant la greffe, puis j'ai repris le même poids aujourd'hui. Mais bon, j'avais pas beaucoup de gras, là, on peut le dire ainsi, mais perdre 25 livres, là, quand t'arrives, tu dis, ouf, il y a la peau puis les os, c'est quand même très demandant pour le corps humain. Puis j'ai été opéré le 1er février, donc greffe du foie. 2021. 2021, exact, là, il y a bientôt 2 ans. Et tout allait bien, j'ai recommencé à marcher 2 jours après, toujours pas manger. Une semaine après, j'ai pris mon premier repas. Puis le lendemain matin, méléna, donc c'est-à-dire que j'avais l'artère hépatique, l'artère du foie qui a comme lâché. Là. Donc je saignais à l'intérieur, une espèce d'hémorragie interne. Donc ça a été... Dans ton intestin? Dans mon intestin, exact. Donc la perte de sang. Puis là, bon, cette journée-là a été difficile, là. C'était le 7 février 2021. Puis tu vois le matin, tous les médecins qui se rassemblent devant ta chambre aux soins intensifs. Là, tu dis, oh, ça va pas bien. Là. Tout allait de mieux en mieux, qu'un des commentaires positifs, puis là, tout le monde se rassemble. Après, les tests qui arrivent, gastroscopie, etc., dans la chambre, transfusion sanguine parce que tu perds du sang, puis on ne sait pas d'où ça vient. Finalement, on découvre que c'est l'artère hépatique. Puis j'ai été opéré dans la nuit du dimanche au lundi. C'était d'ailleurs la nuit du Super Bowl 2021. Donc, alors que presque tous les Américains vivaient une soirée festive, moi, je vivais une deuxième opération. Et là, ça a été réouverture de 58 agrafes, 60 nouvelles. Puis là, ils ont réparé ça, puis ça a bien été par la suite. Là. Mais ça a été toute une journée. Celle-là, je dirais que c'était la plus difficile. Surtout qu'en contexte de COVID, aucune visite. Donc, moi, j'ai été 26 jours à l'hôpital, 26 jours sans voir ses parents. Puis là, quand tu perds du sang, tu sens que les médecins ne sont pas tout à fait en contrôle de la situation. Ben là, tu commences à te poser des questions. Est-ce que c'est mon dernier jour? Est-ce que je vais vraiment revoir mes parents, ma famille? Ça, c'était une journée particulière. Tu disais tout à l'heure que tes parents trouvaient ça difficile, le diagnostic, à la fin de l'adolescence. Donc, ces périodes-là, c'était également très difficile. Ben, je dirais plus pour eux que pour moi. C'est ça. Moi, je fais confiance à la vie. Je suis pas quelqu'un de stressé, naturellement. Puis, la vie va venir comme elle veut. Puis, on se dit aussi, les greffes hépatiques ont commencé il y a 60 ans, peut-être les premières, là, début des années 60, je pense. En fait, je suis un peu destiné à mourir. Là. Moi, ma vie s'arrêtait presque à 25 ans, puis aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir une deuxième vie. Donc, la maladie n'est pas liée à mon comportement ou à certaines consommations. C'est auto-immune, là. C'est mon système qui s'attaque moi-même. Donc, c'est sûr que tu passes à un moment donné au-delà de l'injustice de pourquoi moi, puis tu dis, ben non, c'est comme ça, je dois vivre avec. Puis ben là, j'ai juste
je suis juste chanceux d'avoir ces journées-là, ces presque 2 ans-là extra qui me permet de vivre aujourd'hui, puis de rire, puis d'avoir du plaisir. Je pose souvent aux gens qui ont vécu des expériences extraordinaires comme toi, les petites choses du quotidien, là, les gens disent les petites choses du quotidien m'énervent moins. Est-ce que c'était ton cas? Puis est-ce que ça dure dans le temps, ça, où on recommence à se faire agacer par des petits détails? Certains, oui, mais je vous dirais, c'est un cadeau parce qu'on voit la vie avec un filtre, là, on voit la vie en rose. C'est une petite phrase un peu kitsch, là, mais c'est vraiment ce qui nous reste. On revient et on dit, on a tellement manqué de choses, tellement passé proche d'eux, qu'après, on voit la vie complètement différemment. Puis aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un de très stressé de nature, puis je prends la vie comme elle vient, mais aujourd'hui, pour être stressé, pour être dépassé par quelque chose, on relativise très, très facilement de par ce qu'on a vécu, puis toujours la chance de dire « Hey, moi, je suis là aujourd'hui. Là. Je ne devrais pas être là, mais je suis là parce que j'ai été chanceux, parce qu'il y a eu un donneur compatible qui avait la même physionomie que moi. Ça a fonctionné, j'ai pas de rejet. Que tu prennes 22 médicaments par jour, que tu ne peux plus manger de sushi, c'est quoi ça aujourd'hui? » Donc ça, ça reste dans le temps, du moins après 2 ans, là, ça n'a pas bougé. Ça demeure. Tout. Est-ce que tu connais l'origine de ton foie, le contexte, la famille du donneur? Au Canada, c'est gardé confidentiel. Okay. Par Transplant Québec, c'est eux qui font le match, si on veut, entre les personnes, là, les organes. Au début, c'est sûr que par curiosité, tu disais, j'aimerais savoir quel genre de personne, c'est un homme, c'est une femme, etc., quel âge. Et tout ce qu'on sait, c'est que c'est la même forme, la même grandeur environ, parce que le foie est proportionnel au corps humain. Puis après, j'ai préféré, je pense que c'est plus positif de ne pas le savoir, parce que c'est une chance, c'est une famille, au final, qui, dans un deuil, ont décidé d'accepter de donner les organes. C'est toujours la famille qui a le dernier mot. Donc, c'est un père, une mère, un frère, un enfant qui a accepté que les organes soient donnés. Puis, de ne pas savoir, tu te dis, je suis le redevable un petit peu de n'importe qui que je croise aujourd'hui. Okay. Donc, cette mentalité-là, tu te dis, c'est n'importe quel être humain qui a pu sauver ma vie quand même. Est-ce que je l'ai croisé ce matin en venant en auto? Est-ce que je le croise au centre d'achat? Ça se peut. Donc, je trouve que c'est une vision qui est belle, qui m'anime encore aujourd'hui. Donc, dans le fait de la confidentialité de ne pas savoir, ça peut être n'importe qui, puis moi, je peux aider n'importe qui au final. Mais si on t'offrait de rencontrer... Je pense que je le ferais. Je pense que je le ferais parce que je trouve important peut-être aussi pour la famille d'avoir donné les organes, de voir pas ce que ça a donné, mais un peu quelle est la personne, ce qu'elle vit aujourd'hui, puis de pouvoir remercier aussi cette famille-là. En tout cas, je te regarde, puis j'ai pas l'impression que c'est un foie qui a été perdu, disons. Non, j'espère. Merci, c'est gentil. Dis-moi, le critère pour être mis sur la liste de greffe à l'époque, c'était une question d'espérance de vie ou il y a un score MELD, oui. MELD, je pense que c'est peut-être l'acronyme là, anglophone, mais selon la maladie, selon les taux des enzymes, etc., ils regardent dans les prises de sang qui sont régulières, là, tous les mois, tous les 2 semaines, à quel point la maladie est avancée. Puis j'avais un score quand même assez élevé, peut-être à cause de la jeunesse, peut-être que le fait d'être actif, etc., m'aidait, puis j'étais capable de faire mes activités quotidiennes là, sans problème. Par contre, mon score était quand même rendu assez élevé pour être mis sur une liste de greffes. Et étant jeune, les greffes hépatiques en bas de 25-30 ans sont quand même assez rares. Là. Du moins, à l'hôpital, j'étais pas... les gens autour de moi étaient pas mal plus âgés. Un peu plus âgés, oui. Puis même les infirmières, les médecins, ils faisaient un peu le saut d'avoir un greffé si jeune. Mais je pense que le fait d'être une personne jeune aussi un peu prioritaire, où on a plus d'années à gagner, là, si je peux dire ça ainsi. Tout à fait. Quelqu'un qui est déjà de 80-85 ans, il y a d'autres problèmes parfois qui ont été causés par la maladie, tandis que moi, ça allait relativement bien au niveau du cœur, des poumons, les autres organes. Donc, peut-être que j'étais un petit peu avantagé là-dessus, mais mon score MED là, était 19, 20, 21 là, à un certain moment. Là. Quand on s'est parlé la semaine dernière, toi, tu me disais que tu n'avais pas peur de la mort. Là, non. Avais-tu peur de la mort quand tu étais sur la liste d'attente? Non plus. Tu n'avais pas peur ou tu n'y pensais pas? Peut-être un peu des deux. C'est sûr qu'au départ, quand tu reçois le diagnostic de maladie, puis tu dois faire ci, tu dois faire attention à ça, il y a beaucoup de l'injustice quand même. Là. Tu dis, je fais tout, je n'ai jamais été quelqu'un qui a consommé drogue, alcool, un peu, mais jamais régulièrement, etc. J'aimais pas ça de ma nature sans savoir que j'avais une maladie même à l'époque. Puis tu dis, je mange des légumes, je mange bien, alors qu'il y en a d'autres qui ne mangent pas bien, mais il y a des gens qui fument pendant 50 ans qui n'ont pas de cancer, puis il y en a d'autres qui ont un cancer des poumons, puis ils n'ont pas fumé. Donc, on passe au travers de cette injustice-là. Puis, tu te dis, si jamais ça s'arrête à 25 ans, moi, j'ai été heureux jusqu'à 25 ans, l'objectif, c'est de vivre une belle vie. Qu'est-ce qu'il y aura après? On ne le sait pas, mais moi, j'aurais vécu la plus belle vie si jamais je ne m'étais pas réveillé de la table d'opération.
j'ai été heureux, j'ai été bien entouré, j'ai une famille qui m'adore. Ça, c'était le plus beau cadeau que la vie peut nous faire. Là. C'est presque la deuxième intervention qui a été plus difficile. Exact. Parce que tu sortais un peu, là, à 7 ou 8, tu étais presque sur le bord de la porte. Exact. C'était encore aux soins intensifs, oui, donc en situation relativement critique, là, où ils regardent les rejets, etc. Puis, problème avec les médicaments, il y a toujours différentes choses qui arrivent là, à tous les jours. Là, je recommençais à manger, je marchais, je me lavais moi-même, puis on pensait à être libéré vers l'étage post-greffe, si on veut, où on a plus de liberté. Et là, de avoir pas le diagnostic, mais de dire on recommence à la case départ, ma cicatrice me faisait plus mal, j'avais plus de douleur, dire ça aussi, on revient à zéro. Puis, exact, de se dire, là, j'ai pas revu personne, j'ai pas eu la chance de vraiment dire bye-bye, etc. Ça a été plus difficile, t'es tout seul dans ta chambre, les médecins font leurs tests, là, mentalement, ça a été une rude épreuve, puis c'est là que je me suis dit à un moment donné, c'est peut-être mon dernier jour, là. Peut-être que j'ai une vie en ce moment, peut-être qu'il est là. Est-ce que c'est toi qui as avisé ta famille que tu étais réopéré ou ce sont les médecins? C'est les médecins qui s'en chargeaient. Certains disent que c'est difficile d'être loin de sa famille, pas de visite à cause de la COVID. Ça enlève aussi un stress dans le sens où les médecins vont avertir, ou l'équipe de nos médecins va avertir les parents seulement à un certain niveau, une certaine importance, si on veut, là, un certain standard. Le reste est gardé à l'interne. Et ça, je trouve ça... J'ai trouvé ça bien où, par exemple, à un certain moment donné, les anti-rejets, dont on a besoin, là, encore aujourd'hui, j'en ai besoin, mais particulièrement au départ, je les ingérais pas. Donc, il fallait absolument que ce soit par transfusion, parce que pendant un certain nombre d'heures, j'en ai pas eu dans mon corps, puis ça aurait pu créer un rejet. Tous ces petits problèmes, aujourd'hui, on peut dire que c'est des petits problèmes, qui soient gardés à l'interne, ça enlève un stress, je trouve, externe sur des gens qui... Mes parents, je les aime de tout mon cœur, puis j'aurais pas voulu qu'ils vivent ce stress-là à tous les moments, d'avoir des ups, des downs, ça va bien, ça va pas bien. Je trouve que le fait de le garder en interne, ça a été quand même positif, puis de dire, bon, là, il y a quelque chose qui se passe, il faut vous le dire. Pour le reste, ça va bien, ça avance bien, puis les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. J'ai fait un balado avec Dr Michel Lallier, qui est un chirurgien transplanteur de Montréal. C'est ce qui m'a donné l'idée, d'ailleurs, de poursuivre puis de rencontrer des patients. Puis il m'expliquait que les gens qui ont une greffe hépatique comme toi, la survie ou l'espérance de vie avec la greffe est aussi bonne que la population générale. J'imagine que c'est quelque chose que tu sais. Ou... Bien, c'est sûr que... Parce que le foie est un organe qui se régénère, exact. Donc... c'est l'organe de rêve. Oui, exact. Pour pas être transplanté, effectivement, puis il se régénère. Puis, donc, il reste jeune. Maintenant, on a toujours le risque de rejet quand même. Il y a un certain pourcentage qui ne se rend pas à 1 an, qui ne se rend pas à 5 ans. Bon, c'est sûr que se fier sur les statistiques, c'est rassurant à ce niveau-là. Maintenant, on n'a qu'une seule histoire, la nôtre. Donc, on verra jusqu'où ça ira. Il y a certains tests que j'ai faits, puis tu tombes dans les anomalies, là, 1%. J'ai fait une pancréatite après un examen. Il y a 1% des gens qui le font. Je l'ai fait, je me dis, je suis non même pas chanceux encore une fois. Mais après, on vit notre vie, puis j'essaie. Pourtant, je suis en mathématiques. Je suis très statisticien, cartésien, etc. Mais on dirait que pour ça, je m'y fie pas trop, puis on pourrait regarder une statistique qui dit quelque chose de positif, quelque chose de négatif. Tu te dis à un moment donné, il faut pas trop aller lire, aller voir, parce qu'on peut voir un peu tout et n'importe quoi. Puis l'essentiel, c'est de profiter de chaque jour au final. Puis un jour, ce sera le dernier, on le saura peut-être avant, peut-être après. Mais de se dire, c'est la vie qu'on a et maintenant, qu'on en profite. Tu m'as dit tout à l'heure, avant qu'on commence, que ça a été presque la plus belle expérience de ta vie. Dans quel sens? Ou j'imagine que tu aurais quand même préféré ne pas vivre ça, ou tu trouves que ça fait de toi une personne plus complète? Ou... Je pense que ça fait de moi une meilleure personne en sortant de là. Tu te rends compte de différentes choses. Ça recentre aussi beaucoup sur l'essentiel de la vie. Veux pas, j'ai été la chance aussi d'être dans un milieu assez aisé en grandissant. J'en suis conscient, on le voit aujourd'hui. Puis de revenir à vraiment la base où tu n'as pas grand-chose. On s'entend quand tu es aux soins intensifs, tu te dis j'espère avoir la santé, puis c'est tout. Puis tu manges une compote de pommes, puis c'est le meilleur repas de ta vie, la première que tu manges après 3 jours, après avoir rien à gérer. Tu te rends compte aussi des relations humaines, le pouvoir, la force des relations humaines. J'ai eu des vidéos de mes collègues de profs, de même mes élèves qui m'ont envoyé une vidéo pendant que j'étais là. Ces choses-là prennent une valeur exponentielle par la suite. Quand je suis revenu à l'école, tu vois les gens différemment, tu te rends compte que on n'en sait rien de ce qu'ils vivent, ces 33 élèves-là à la maison peut-être, puis les parents, comment ils vont. Puis vraiment, l'humain a pris un aspect central dans ma vie aujourd'hui, dans ma personne, comme enseignant, dans mon approche. Puis quand je disais tout à l'heure qu'on voit la vie en rose aussi, je pense que c'est difficile sans vivre un gros événement comme ça de comprendre un petit peu cet aspect-là, de dire
on l'a vécu, on est passé proche d'eux, on a été coupé de tout. Alors aujourd'hui, on est capable d'aller chercher le positif dans chaque petite chose, de chaque détail de notre vie. Là. Est-ce que ça a changé le comportement de tes amis ou de tes proches? Est-ce que les gens, entre guillemets, hésitent à se plaindre devant toi en se disant « ça n'a juste pas de bon sens que je me plaigne devant Alexandre avec tout ce qu'il a vécu » ou tu as encore des amis qui vont se plaindre de choses relativement banales? Encore des amis qui se plaignent juste banalos, oui. Puis pour être dans une classe avec des élèves, voyez-vous qu'ils ne se plaignent pas, là. Une petite chose peut devenir la plus importante de la planète. Okay. Mais non, puis moi, j'ai jamais voulu non plus mettre ça au centre de ma vie, puis je fais comme si c'est facile, puis ça demande pas trop de sacrifice, puis pour moi, c'est normal, c'est juste normal, c'est ma réalité, c'est normal comme ça. Puis je veux pas non plus que ça devienne quelque chose qui modifie les comportements, j'ai jamais cherché t'es pas moralisateur, là, t'es pas toujours en train de ramener les gens, puis de dire, écoute, non. porter un jugement sur l'interprétation qu'eux ont de leurs propres expériences. Non, du tout. Je reste la personne que je suis, puis j'ai toujours été un petit peu comme ça aussi avant d'être malade. Puis je pense là-dessus, je suis resté la même personne. Puis je veux pas mettre plus d'importance qu'il faut. Moi, je dis toujours, je suis le bon patient. Les prises de sang, ça me dérange pas. J'ai plein d'amis qui sont pas capables des aiguilles. Ben je dis, bon, c'était moi le bon patient à aller là. Amenez-en une, puis une autre. Puis, oh non, tu fais des colonoscopies à chaque année, 2 fois par année, ça n'a pas de bon sens, tu dois capoter. Moi, ça me dérange pas. Puis aujourd'hui, j'ai même pas d'anesthésiant, puis je le fais, ça va super bien. Puis je pense que je suis le bon patient, peut-être la bonne personne pour le faire. Fait. Ta vie au quotidien, là, comme greffé, tu parlais de médicaments tout à l'heure. Beaucoup de médicaments ou des effets secondaires? Vingtaine de pilules quand même tous les jours. OK. Puis, heureusement qu'on a l'assurance maladie pour ça d'ailleurs, quand on voit l'assurance médicaments. L'assurance médicaments, puis l'assurance maladie pour l'opération, etc. Mais c'est une vingtaine de pilules, surtout les anti-rejets qui sont les plus importants, 2 fois par jour. OK. Parce qu'on doit avoir la même quantité, la même concentration dans le sang, là, séparé de 12 heures. OK. Puis il ne faut pas manger 2 heures avant, 1 heure après pour s'assurer de bien ingérer, que la concentration reste stable. Quand même. Donc ça aussi, c'est quand même un certain sacrifice. C'est les heures qui sont stables aussi. Donc moi, ce qui m'arrange le mieux, c'est 6h30 environ le matin, 6h30 le soir, pour mes heures de repas, etc. Okay. Quand on se couche plus tard, un 31 ou un 1er janvier, il faut se lever à 6h30 le matin après ça. S'il y a 2 heures de sommeil, il faut se lever, prendre les médicaments, puis on peut se recoucher. Okay. Mais une fois que tu dis « ma vie tient à ça », après, c'est très, très, très facile de le faire, ou plus facile, disons-le, plus facile de le faire comme ça. En termes de suivi, donc les coloscopies, on comprend que c'est pour la colite ulcéreuse, exact. Donc ça, c'est un problème parallèle. Mais pour la greffe, en termes de suivi médical... Surtout des prises de sang, okay. Parce que les prises de sang vont voir si jamais il y a des anomalies ou un rejet, etc., le plus rapidement possible. Dans les premiers mois, c'est aux semaines, ensuite 2 semaines, maintenant c'est au mois, 2 mois. Puis je retourne voir là, mon équipe de greffe, post-greffe, le médecin qui me suit, puis l'infirmière, là, 1 fois par année là-bas, puis des appels aux 3 mois. Donc il y a quand même un suivi qui est régulier, là, surtout dans les premières années, pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des imageries, échographies, ou c'est pas utile? Non? Au début. Avant, il y en avait pour voir un petit peu l'évolution, là, dans les différents canaux biliaires, pour voir l'évolution de la maladie. Mais maintenant, c'est surtout par les prises de sang, plus beaucoup d'imagerie, mis à part la colonoscopie, là, pour la colite ulcéreuse, mais pour le reste, c'est principalement la prise de sang. Excellent. On prend une courte pause. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADO SANTE.ca. Visitez également notre page Facebook
envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Alexandre, tu es impliqué au CHUM, donc le Centre hospitalier universitaire de Montréal. Tu t'impliques au niveau un peu là, de ce qu'on appelle le concept de patient partenaire. Si tu m'expliquais un peu en quoi ça consiste. En fait, ça a commencé pendant que j'étais là-bas, surtout qu'on était à l'étage, là, dans le semi-autonome, si on veut, que ça allait beaucoup mieux. Puis j'avais un rythme, je suis resté 2 semaines aux soins intensifs, puis 2 semaines là. Puis je parlais, puis j'étais très ouvert avec les infirmières, les médecins là-bas. Puis moi, j'ai exprimé comment je peux redonner. Tu reçois tellement, ça paraît bizarre à dire parce qu'on est guéri, là, mais on reçoit tellement de soins à droite, à gauche. Tu reçois la vie, tu reçois du bonheur, tu reçois de l'amour, tu reçois du soutien, c'est incroyable. Puis moi, je dis comment je peux redonner pour les aider au final là-dedans. Puis ils m'ont proposé d'être patient partenaire pour l'équipe de recherche, donc du centre de recherche du CHUM là, qui est juste à côté. Puis c'est soit dans l'appui à certaines études, donc pour envoyer du côté administratif, là, d'appui des projets de recherche, des choses comme ça. Puis il y a eu aussi des projets par rapport à la nutrition, surtout jusqu'à maintenant. Est-ce que ça pourrait aider des futurs patients, des patients post-greffe, pré-greffe, avec des conditions particulières du foie, la cirrhose du foie, pour mieux s'alimenter, avoir un rythme de vie qui est meilleur, de meilleures habitudes de vie, de saines habitudes. C'était les différentes recherches que j'ai faites. Puis, des fois, pour parler, tout simplement, relier un petit peu le côté chercheur, côté recherche de certains médecins ou certains étudiants à l'université, puis le côté plus pratique, le moins théorique sur le terrain. Est-ce que c'est réalisable? Oui, non, ça aide-tu? Est-ce que ça se passe comme ça pour réellement? Là? Donc ça m'aide beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ça aussi, partager. Puis je suis très ouvert. Là, j'en parle avec mes élèves aussi à l'école. Donc, je suis très, très ouvert à ce niveau-là de raconter les petites anecdotes puis le quotidien un petit peu de ce qu'on vit comme patient. Est-ce que tu donnes des conférences ou formelles? Ou... Pas donner de conférences formelles. Moi, c'est plus à l'informel. Je partage aussi beaucoup aux jeunes à l'école ici. Je pense que c'est mon devoir de le faire. Je me dis, est-ce que la cause du don d'organes, on en manque? Il y a des gens qui décèdent en attendant. Moi, j'ai eu la chance d'en recevoir un avant que ça se complique. Puis là, je suis là aujourd'hui, c'est grâce à quelqu'un qui a signé sa carte. Puis je le fais signer aux élèves, puis j'en parle aussi au sein de l'école. Là, tu dis, bon, si je vais chercher 700 élèves qui ont peut-être 2 parents chacun, ou etc., on peut aller chercher des gens. Est-ce que ça sauvera quelqu'un un jour? Je le souhaite, mais c'est dans notre milieu, je pense qu'au quotidien, on est capable de faire une petite différence peut-être pour quelqu'un un jour. As-tu déjà été appelé à parler, par exemple, à quelqu'un qui est en attente de greffe ou qui est dans la même situation que toi? Parce que... Je le fais. Je l'ai jamais encore fait. En fait, il n'y a jamais personne j'ai jamais été appelé pour ça, sollicité. Mais je le fais. J'ai été sollicité, mais j'ai le désir de le faire. Là. Puis j'ai appelé quelqu'un, moi, avant ma greffe pour savoir un petit peu ce que la personne avait vécu, là, qui avait eu une greffe aussi avant 30 ans, puis sa réalité aujourd'hui. Puis cette personne-là avait été le plus dur que moi, j'ai envie de dire. Mais tout ce que je peux faire là, auprès de l'équipe de Montréal, parce que les chirurgies hépatiques du foie sont à Montréal, moi, je suis ouvert à n'importe quoi là, aujourd'hui. Ben écoute, je t'écoute. Là, si je travaillais pour Transplant Québec, je t'appellerais, là, parce que ça fait quand même un excellent ambassadeur. Puis parce qu'il y a des barrières à briser encore. Hein. Souvent, les gens considèrent qu'on signe la carte de don d'organes, mais les gens n'en parlent pas à leurs proches. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est la famille. On va toujours aller voir la famille, malgré le fait que la carte soit signée. Et il n'est pas rare que la famille dise « Ah non, finalement, tu sais... Dans le deuil, sur le moment présent, là, des fois avec l'émotion, puis la personne, c'est difficile, puis il faut comprendre des aussi. choses qu'on entend parfois, c'est, en parlant du défunt, là, il a assez souffert, là, tu sais, mais... moi, puis aussi, il y a de la résistance auprès des équipes traitantes. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont Dr Lallier avait parlé également. Alors, parfois, parce que ça prend beaucoup d'énergie pour s'occuper d'un donneur. Tu sais, un patient, donc, qui est en mort cérébrale, dans une unité de soins intensifs, pour l'avoir vécu quand j'étais résident, ça demande plus d'énergie qu'un patient vivant, parce que ces patients-là deviennent instables par la force des choses. Et également, puis Dr Lallier me l'a confirmé, lorsqu'un donneur est identifié, l'équipe de Transplant Québec débarque. Ça occupe beaucoup d'espace dans une unité de soins intensifs. Donc, il y a la résistance, même parfois là, du corps médical, ou parfois de la méconnaissance aussi, de ne pas identifier un donneur potentiel. Donc, c'est quelque chose qui mérite d'être
d'être discuté. Exact. Là, puis ça fait la différence. Puis au Québec, là, oui, c'est la carte, comme tu l'as dit. C'est la signature, mais c'est toujours la famille qui a le désir final. Puis des fois, c'est 100% compatible. Des fois, en arrivant, en opérant, comme le médecin disait, quand ils m'ont appelé, ils ont dit peut-être qu'on va arriver sur la table puis qu'on ne fera pas de transplantation parce que le foie, finalement, n'est pas assez bon pour être transplanté. C'est des choses qui arrivent aussi. On pense que tout est parfait, les tests sont parfaits, mais on découvre une petite anomalie, donc on ne veut pas transplanter cet organe-là parce qu'il y a un potentiel d'avoir certaines maladies ou certaines choses. Donc, pour avoir un match parfait, ça demande quand même beaucoup de choses, beaucoup de conditions avant de se rendre là, effectivement. Es-tu au courant si l'équipe qui a fait ta transplantation est l'équipe qui est allée prélever le foie du donneur? Est-ce que c'est une information que tu as? Je ne sais pas si c'était... Ils disent que parfois c'est dans le même hôpital. Là. C'est des chambres presque voisines où le donneur et le receveur sont parce que les deux sont dans une situation critique. Mais personnellement, ils ne me l'ont pas dit. Parce que parfois aussi, les chirurgiens transplanteurs aiment mieux prélever leurs organes eux-mêmes pour des raisons techniques. Exact. C'est pas quelque chose qui t'a été... Ça m'a pas été mentionné là, quand j'étais là-bas, ou peut-être que je m'en souviens plus aussi là, dans les premiers jours. Exact, l'eau d'information, puis après les premiers jours, des choses qu'on se souvient pas. Là, on est médicamenté quand même assez violemment. Là. Tu disais que tu as travaillé jusqu'à la dernière minute, là, le vendredi, puis tu étais greffé quelques jours plus tard, mais le souvenir que tu as quand même de cette période-là, est-ce que c'est relativement clair ou il y a un petit brouillard qui entoure tout ça? Très, très clair. OK. Très, très clair. Ça a été une histoire de film ou presque. Là. On est en époque de COVID. Bon, fallait pas... Il y avait le couvre-feu, puis on ne pouvait pas vraiment se mixer les différentes maisons, etc. Mais c'est le 60 ans de mon père. 60 ans, le 27 janvier. On est le samedi le 28. Ou samedi le 30, peut-être, bref. Je pense que c'est samedi le 30, oui. Samedi le 30 janvier, c'est chez lui que le souper se fait avec mon frère, ma mère puis mon père. Je suis en direction entre mon appartement et sa maison. Je reçois un appel numéro masqué. Je réponds en main libre. « Bonjour, c'est le docteur Duchesne. »« Oui, ça va bien. »« Oui, on a un foie pour vous, M. Brisset. » Et là, je suis dans l'auto au feu rouge. Je commence à capoter. Je continue de parler en main libre. J'arrive chez mes parents. Eux étaient en train d'installer la table et ils comprennent que c'est l'appel. C'est l'appel, c'est là que ça se passe. Parce qu'ils le voient dans ton visage? Ou... Bien, ils entendent parler. Puis moi, je continue à parler à voix haute. J'ai des questions, effectivement. Puis le repas, moi, j'ai mangé. C'était du Montego. Là. Puis on mangeait bien. Mon frère, pas pris une bouchée. Mon père a pris 2 bouchées. Ma mère, stressée complètement. Parce que le lendemain, moi, j'ai dit, non, il faut manger. Là, c'est pas si grave que ça. Oui, ça va être dans 2 jours, on va faire ça. Fait que non, ça a été un souper très particulier. Puis il fallait que tu descendes le soir même? Le lendemain. Le dimanche, je descendais à Montréal. On est tous descendus d'ailleurs à Montréal. Puis c'était lundi l'opération. Puis, petite anecdote, j'avais des examens qui venaient d'être faits en 2e secondaire. Puis là, je disais, ben là, je laisse toutes mes affaires. Fait que une des dernières choses que j'ai faites à Québec avant d'aller à Montréal, c'est de terminer la correction de mes examens. Dimanche matin, j'ai déposé ça sur le bureau avec la clé USB de mes cours jusqu'à la fin de l'année. Puis on est quitté vers Montréal. Là. Fait que les examens là, du chapitre 2 sur les proportionnalités, je m'en rappellerai très longtemps. C'est bien ça. Est-ce que donc tu as été en santé, entre guillemets, jusqu'à l'âge de 19 ans à peu près, là, quand le diagnostic a été posé? Puis, à l'époque, à l'adolescence, je veux dire, avais-tu conscience de ce que c'était la santé, la valeur de ça? Ou... Jamais vraiment été confronté. J'étais trop jeune. J'étais dans un environnement aussi où, avec de saines habitudes, un environnement d'athlète où tout le monde va bien. C'est des blessures sportives là, qui étaient les plus gros enjeux. Puis dans ma famille, j'ai quand même eu la chance où j'ai encore 3 grands-parents sur 4. Les gens n'ont pas trop de problèmes de santé. Puis je me disais, je fais en sorte aussi de rester en santé, en étant actif, en me nourrissant bien, puis en étant conscient de la nutrition. Enfin, toutes les choses que je pouvais faire, on peut dire, là, je suis pas parfait, là, comme tout le monde, mais je pense que en me disant, je fais ce que je peux, je le fais bien, je suis conscient, ça devrait bien aller. Une surprise à un moment donné quand tu dis hey, j'ai un problème grave. Comment ça? Là? Comment ça? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ou qu'est-ce que j'aurais pu faire? Puis à un moment donné, tu dis non, j'ai fait les bonnes choses, j'ai un rythme actif, je vais le continuer. Puis, c'est pas de ta faute un petit peu là, de se dire ça, c'est pas toujours évident, mais la vie est parfois injuste. Puis il faut vivre avec ça aussi. Là, on avance de 8 ans. Ta définition de la santé aujourd'hui?
Ben, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est un cadeau. Puis je parlais un peu d'injustice. Il faut apprendre aussi à vivre avec l'injustice de la vie où des fois, il y a des choses qu'on n'est pas responsable qui nous arrivent. Ben, c'est des défis. Puis on a des défis à la hauteur de qui on est, je pense. Puis on traverse, puis ça nous forge notre personnalité, notre caractère. Puis on avance au travers de ça. Mais c'est sûr que la santé, c'est l'essentiel de tout. Là. Quand on n'est pas en santé, on ne peut pas profiter de grand-chose. Toute l'aisance que je pouvais avoir dans ma jeunesse, tu te rends compte quand tu es sur le lit d'hôpital, là, j'avais amené bien des affaires pour mon séjour. Là. Puis tu te dis, au final, il n'y a rien qui me tente là-dedans. C'est juste de dire, parfait, mes résultats vont-tu être beaux, mes prises de sang s'améliorent-tu? C'est tout ce qui t'importe dans la journée. Tu as bien beau amener une tablette, puis amener ci, puis amener ça. Là. C'est complètement différent. Là. Tu parlais d'injustice. Est-ce que tu t'arrêtes parfois à réfléchir le fait que tu as grandi au Québec? Tu me parlais d'un milieu aisé, mais dans une province où les soins de santé, là, les gens souvent vont critiquer le système de santé, mais tu me l'as dit tout à l'heure, puis la majorité des gens qui travaillent dans le réseau le savent. Une fois qu'on est dans le système de santé, les soins sont de calibre international. Donc, t'arrêtes-tu parfois à penser à ça, la chance que tu as? 100%. Puis c'est ça, on se compare des fois aux États-Unis, là, beaucoup, là, puis là-bas, c'est mieux pour ci, c'est mieux pour ça. Une des vidéos que j'ai regardées, là, une fois que l'opération était faite, tu regardes comment ça se fait une opération sur YouTube, etc. J'ai fait le tour pour savoir. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qui était passé, qu'est-ce qu'il avait enlevé, où est-ce qu'il avait coupé, qu'est-ce qu'il avait remis en place. Puis tu vois les coûts liés à l'opération, les coûts chaque jour aux soins intensifs. Tu te rends compte que tout ce qui est autour, là, mes parents, ou dans un milieu relativement aisé, mais dire tu sors 1 million pour ton opération demain, là, c'est une question de vie ou de mort ou presque pour tes enfants. Là. On oublie la retraite, on vend la maison, on ci, on ça. Aujourd'hui, les médicaments, je le vois à chaque fois, c'est les frais aussi par mois là, que ça demande en médication pour rester en vie au final ou avoir un rythme de vie qui est agréable pour tout le monde. C'est sensationnel, là. C'est incroyable. L'opération, je pense qu'elle est au-dessus d'1 million. En plus, que je suis allé 2 fois sur la table d'opération, c'est quelque chose. Là. Mm-hmm. Donc, c'est une chance inouïe. Des fois, ça te fait réfléchir un petit peu. Là. Comment ça, moi, cette journée-là, ça donnait que je suis né au Québec en 1995. Les greffes ont commencé en 1963, je pense. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable d'en être là. Est-ce que j'ai un rôle? Pourquoi c'est moi? On peut se poser plein de questions. Après ça, au travers, pourquoi c'est moi qui ai été choisi? Pourquoi j'ai été matché? Pourquoi ça a bien fonctionné? Il ne faut pas se mettre trop de pression par rapport à ça non plus. Mais non, c'est sûr qu'on réalise la chance là, d'être au Québec au travers de tout ça, là, à 100%. Te sens-tu comme redevable ou responsable face à la société, disons, là, de, entre guillemets, faire attention à ton foie? Ou faire attention, c'est sûr, puis dire, faut que j'aide mon prochain aussi. La société m'a aidé, j'étais un peu, sans dire un fardeau, mais j'ai coûté plus d'1 million puis quasiment 50 000 par année à notre système de santé. Fait que c'est un peu à cause de moi qu'on paie un peu plus d'impôts. Mais non, c'est ça. Je pense que ça vaut le coup. Oui, exact. Je me dis que je suis enseignant, fait que je redonne aussi par le fait même. Très bonne réponse, excellent. Alexandre, on approche la fin de l'entrevue qui est extrêmement intéressante. J'aime ça finir parfois un petit peu plus relax. Donc, une petite section baguette magique. Donc, toi qui as connu les choses les plus extrêmes du système de santé, mais si tu pouvais en changer une chose aujourd'hui dans ce système-là, ce serait quoi? C'est sûr que moi, je l'ai vécu de l'intérieur, puis j'ai une expérience sensationnelle, très humaine. Fait que j'ai pas envie de changer grand-chose dans ce qui est fait en ce moment. Par contre, il y a une réalisation que j'ai faite en étant là, puis en observant un petit peu. Je pense que c'est au niveau des déchets. On n'y pense pas toujours, là, puis vous allez me dire c'est un détail par rapport au système de santé, mais tout est emballé 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis le nombre de déchets qu'on crée d'usage unique de tous les instruments, les choses comme ça, c'est quand même assez alarmant. Là. C'est quand même des quantités industrielles. Tu dis ce qui est dans ma chambre et dans la chambre d'à côté, puis l'hôpital, il est hyper grand, puis il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4, il y en a 5, il y en a dans différentes régions. Fait que c'est sûr que si c'était possible qu'on soit capable de réduire les déchets dans un hôpital, c'est un aspect qu'on ne parle pas beaucoup, mais je serais curieux de voir les statistiques là, par rapport à ça, au niveau des déchets, parce que moi, mon expérience, puis encore aujourd'hui, je peux appeler mon infirmière, puis elle va me répondre dans la journée, quelques heures après, ou si je la rejoins tout de suite. Moi, j'ai une expérience à l'interne incroyable. Dans des locaux, j'étais tout seul dans ma chambre, j'étais bien, tout a très bien été. Mais les déchets, c'est vrai que
côté éco-responsable dans la société de demain aussi. Là. Il me reste encore quelques années à vivre, je le souhaite. Notre planète, quelle va être sa santé à elle là, dans 25, dans 50 ans? Bien, il faut y penser. On commence à en parler, mais je te rejoins complètement là-dessus. Là. Tu parles d'une chambre d'hôpital, mais un bloc opératoire, c'est pareil. Ah ouais, c'est encore pire. La moindre petite intervention dans un bloc opératoire, il peut sortir 3 sacs de vidange. Là. Si tu veux rencontrer une personne dans le monde. Hey, une personne. J'ai envie de dire Elon Musk. OK. Je trouve que c'est un visionnaire. Bon, il a ses qualités, il a ses défauts, là, comme tous, mais je trouve que c'est un visionnaire qui voit plus loin, qui voit think outside the box, on dit souvent. Oui. Là. Je trouve que c'est une entité mondiale, effectivement, mais quelqu'un qui est visionnaire sans limite. Puis je trouve ça beau d'avoir quelqu'un qui veut se rendre à un objectif, se rend à un objectif, peut-être pas, on peut questionner les manières, puis sa vision de l'avenir de la planète, mais je trouve ça vraiment inspirant d'avoir quelqu'un qui dit non, on va trouver des solutions à ce qu'on a, on n'est pas dans les problèmes, on est toujours dans les solutions, aussi farfelues qu'elles soient, puis il réussit quand même à le faire la majorité du temps. Fait que je suis une personne très, très inspirante, là, même de son plus jeune âge. Puis encore aujourd'hui, je le suis, puis il m'épate là, quand même dans son quotidien. Fait que je pense que c'est quelqu'un qui j'aimerais bien rencontrer, effectivement. Je ne sais pas si ce sera une discussion intéressante ou la personnalité du personnage un petit peu. Personnage ferait que finalement, ce sera une discussion à sens unique ou faudrait l'essayer. Exact, là, mais je pense que c'est un génie quand même qui va marquer l'histoire s'il ne l'a pas déjà fait. Là. Puis vraiment, de suivre son air, là, en ce moment, c'est assez... Est-ce que tu supportes une cause? J'imagine que oui, ou tu vas me dire la greffe, mais une fondation particulière? Ou Bien, c'est sûr que je suis beaucoup au niveau de la greffe, au niveau de Transplant Québec, des choses comme ça. Je suis très, très... Bien, évidemment, là, c'est ma cause numéro 1. Tout à fait. Mais une que j'essaie de par mon quotidien, puis aussi à l'interne, la santé mentale chez les jeunes. Puis on va arriver bientôt à Belle, on cause pour la cause, qui est une des mesures. Mais c'est sûr que dans l'enseignement, je trouve que c'est une cause... Cette semaine, demain, je pense. 24 ou 25. Là, mais effectivement, c'est en fin janvier toujours. Puis, parmi toutes les initiatives qui sont faites à ce niveau-là, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus fragile, puis on est confronté aussi à différentes situations, puis gérer les jeunes dans le monde d'aujourd'hui avec plein de choses. Là. Mais ça, c'est une cause qui me touche beaucoup, puis j'essaie d'être présent le mieux que je peux pour les 160 jeunes avec lesquels je travaille plus précisément au quotidien. Là. Mais ça, c'est quelque chose qui vient me chercher beaucoup aujourd'hui. Puis je pense qu'on en parle de plus en plus, mais il y a encore du travail à faire là, à ce niveau-là, puis des ressources à aller chercher, à mettre en place là, pour notre société de demain, là, c'est nos jeunes. Mais les jeunes dont tu parles, tu en étais un il y a 10 ans. Est-ce que tu es déjà en mesure de voir qu'il y a un changement ou... Grand changement, je pense, c'est plus difficile. De l'écoute. Je pense qu'au niveau aussi de la fragilité aujourd'hui, pour différentes raisons. Est-ce que on peut mettre ça sur le dos de la COVID, bon, c'est un aspect, mais plein d'autres aussi. Les cellulaires, la mondialisation de tout, les technologies de plus en plus jeunes, etc. C'est sûr que ça fait des différences dans ce que les jeunes vivent, même, je suis encore très jeune, mais j'ai une réalité différente. Mon premier téléphone, ça a été en secondaire 4. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est à 8, c'est à 9, c'est à 10 ans pour plusieurs jeunes. Bien, gérer tout ça, je pense que ça va vite, ça va très, très vite, puis peureux aussi. Puis ça a des côtés négatifs, je pense, au niveau de la psychologie, de gérer des défis, gérer des échecs. C'est plus difficile de se parler, même communiquer entre eux, c'est pas toujours évident. Tout se fait par écran, il y a toujours un filtre entre les deux. Là, quand on est en face, gérer des conflits, gérer des peines d'amour, toutes ces situations-là sont plus difficiles parce qu'il y en a de moins en moins ou presque. Tout se fait par écran. C'est sûr que c'est le nouveau monde, puis ça prend de plus en plus de place aussi dans nos vies. Et tu appelais parfois un confident pour tes élèves, compte tenu de... C'est arrivé plusieurs fois. Des fois, on tisse aussi des liens plus particuliers dans le sport. Je reviens d'une fin de semaine avec mon équipe de basket. Bien, c'est sûr qu'on voit les jeunes dans différentes situations, puis parfois, on est là aussi, on est plus présent que dans une classe avec une trentaine de jeunes. Puis on vient comprendre... tel comportement, c'est complètement autre chose qui est à l'intérieur. Non, c'est arrivé. Il faut être présent le plus possible. Il y a des ressources aussi à l'interne, mais il faut faire, je pense, chacun faire son petit bout de chemin, puis être à l'écoute, puis je pense que déjà la présence, c'est déjà beaucoup pour plusieurs de ces jeunes-là. Une dernière pensée avant de conclure? Ben, j'ai envie de dire, au travers de moi, la greffe, là, tout est une question de perception, puis je vais rejoindre un de mes collègues qui aime bien cette phrase-là. Il y a toujours quelqu'un qui est pire que nous, il y a toujours quelqu'un qui va être meilleur. Fait que c'est d'accepter ce que nous, on vit, c'est notre expérience, puis d'en profiter au maximum, que ce soit la vie aujourd'hui dans un moment facile ou difficile.
dès qu'on regarde à gauche ou à droite, là, dans la chambre d'à côté, il est sur le bord de mourir, puis toi, tu es en train de t'améliorer. Fait que même aux soins intensifs, ben, il y a toujours quelqu'un qui est pire et quelqu'un qui est mieux. Donc, je pense que c'est de garder ça en tête et de dire, il faut avancer, là, puis profiter de ce qu'on a. Alexandre, merci. Merci à toi. Bonne soirée. Toi aussi. Bye.